Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde. Les femmes toujours absentes du numérique, comment inverser la tendance? Alors, premier réflexe, toujours s'interroger sur le titre et ce qu'il veut dire. Les femmes toujours absentes, est-ce à dire qu'elles n'ont jamais été là dans les grandes étapes de l'histoire du numérique? Si je vous dis Ada Lovelace, Hedy Lamarr, Margaret Hamilton, vous connaissez peut-être le premier nom. Ada Lovelace, logique puisqu'elle a conçu le premier programme informatique du monde. Pour les deux autres, c'est peut-être moins sûr. Et pourtant, Hedy Lamarr est à l'origine d'un système de communication qu'on estime être l'ancêtre du Wi-Fi. Et c'est à Margaret Hamilton que l'on doit le système embarqué qui a permis l'alunissage en toute sécurité du programme spatial Apollo. Ces trois femmes, elles ont donc révolutionné le numérique. Et pourtant, rares sont celles et ceux qui connaissent leur nom. Cet oubli organisé, il est symptomatique d'un secteur où les femmes sont écartées et pas seulement des livres d'histoire. C'est peut-être alors cela que signifie ce titre, les femmes toujours absentes du numérique. Aujourd'hui, on le sait, elles sont largement sous-représentées dans les métiers du numérique. Pire encore, lorsqu'elles y sont, rares sont celles qui occupent des fonctions centrales. Alors, il faut évidemment lutter pour inverser la tendance, par simple question de dignité de notre société, pour faire en sorte que l'égalité entre les femmes et les hommes ne reste pas qu'une grande cause, mais devienne une réalité. Mais aussi parce que dans une société où le numérique est de plus en plus présent dans nos vies, eh bien on peut tout simplement craindre que cette hyper-masculinisation du secteur, en somme, conduise à la création d'un environnement numérique empli de biais masculins, et reproduisant les travers de notre vie réelle. Alors comment permettre un accès égal aux métiers du numérique, mais également aux formations qui y mènent? Sur quels ressorts peut-on agir et quels sont les invariants qu'il nous faut déconstruire? Autant de questions qui seront au centre de cette table ronde. Et pour y répondre, j'ai la chance d'avoir 4 invités à mes côtés. Christine Aignon, bonjour. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine depuis 2017. Auparavant, vous avez travaillé chez Thales et Alcatel. Et c'est sûrement ce qui vous a amené à consacrer une partie importante de votre mandat aux enjeux de l'insertion des femmes dans le numérique et à prendre la présidence de l'association Femmes et Numérique, dont je vous laisserai nous dire quelques mots tout à l'heure. À vos côtés, Luisa Ribeiro Lopez. Vous êtes présidente de DNS.pt, une association qui a pour but de promouvoir un usage à la fois sécurisé et efficace d'Internet au niveau portugais, mais aussi de promouvoir un usage éthique et responsable de ce même Internet. Vous êtes également membre de nombreuses associations ou groupes qui ont pour mission d'améliorer l'accès à l'information numérique ou encore la pleine citoyenneté numérique via notamment l'association MUDA, Movement for Active Digital Use, dont vous êtes membre du comité exécutif et dont nous reparlerons à n'en pas manquer. Au milieu, Constance Débula, vous êtes vice-présidente de la région Pays de la Loire, conseillère municipale déléguée de la ville d'Angers, où vous êtes chargée de la transition numérique et du territoire intelligent en ce qui concerne la métropole angevine. Et vous êtes également, depuis 2020, présidente d'Angers Technopole, qui est l'incubateur des projets d'innovation du Maine-et-Loire. Enfin, en visio avec nous, Elvira Fortunato, vous êtes vice-rectrice de l'université Nova, l'université nouvelle de Lisbonne. Vous avez co-inventé le papier électronique dont les nombreuses applications à prévoir laissent imaginer des solutions à la fois écologiquement et économiquement particulièrement enviables. Vous êtes directrice du centre de recherche sur les matériaux du laboratoire associé I3N, donc pour nanostructure, nanomodéling et nanofabrication. Et vous avez été conseillère scientifique pour la Commission européenne. Et depuis 2019, vous coordonnez à l'université Nova le projet SPEAR, qui est une plateforme européenne de soutien et de mise en place dans les mesures de parité dans les milieux universitaires et de la recherche. Enfin, à mes côtés, Marie Videbien, qui m'assistera pour cette animation. Vous êtes doctorante en histoire contemporaine à l'université d'Angers. Je vous remercie d'être avec nous. Alors avant de vous rejoindre, et pour qu'on vous découvre un peu plus, j'ai envie de vous laisser la parole pour 3 à 5 minutes, puisqu'on le voit, vous êtes 4 femmes concernées par ces sujets, le numérique et l'égalité homme-femme, mais toutes peut-être à des échelons différents, au niveau européen, au niveau national, au niveau local, dans le privé, dans le public. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment chacune vous en êtes arrivée à ce constat ou ce qui vous a amené, incité à vous engager dans cette voie. Et peut-être commencer avec vous, Christine Aignon, puisque en tant que présidente de Femmes et Numérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ou quels sont les constats
que vous faites et quels sont les objectifs de cette association. Oui, merci. Alors, comment est-ce que j'en suis venue là ? Certainement d'abord de par mon parcours professionnel, puisqu'avant d'être députée, comme vous l'avez dit, donc j'ai travaillé pendant toute ma carrière dans l'industrie de technologie. Bon, j'ai aussi fait un doctorat de physique pour commencer, donc ce qui m'a amené effectivement à travailler dans ce type d'entreprise, à la fois donc Thales et puis aussi dans les télécoms. Et bon, de fil en aiguille, bien sûr, sur tous les sujets numériques. Et à la fin, enfin, avant de quitter l'entreprise, on commençait à beaucoup s'investir sur tout ce qui était données personnelles, dans la préparation, bien sûr, du RGPD. Et donc, une prise de conscience que ce sujet n'est pas seulement un sujet de technologie, mais que c'est un sujet de société. Et c'est donc ce qui m'a amené en tant que députée à m'investir beaucoup sur ces sujets, et notamment en tout ce qui concerne les femmes, puisqu'on a beaucoup parlé dans la première table de femmes scientifiques, de doctorantes, d'ingénieurs, mais ce sujet numérique aujourd'hui, c'est un sujet qui concerne les étudiants à tous les niveaux. Le numérique doit aussi fournir des techniciens, des techniciennes. Aucun métier ne pourra se passer du numérique. Et dans les usages du quotidien, tout le monde est concerné, que ce soit pour faire des démarches administratives ou bien pour accéder à la culture, par le numérique. Donc c'est quelque chose qui devient massif, qui envahit tout notre quotidien. Et on est aussi de plus en plus régi par ces données, par ces algorithmes, par l'intelligence artificielle. On parle beaucoup aussi en ce moment de cybersécurité. Donc ce sont des sujets prégnants et ça ne peut plus être un sujet uniquement de techniciens, ça devient vraiment sociétal et politique. Donc c'est ce qui m'a amené effectivement à m'intéresser en tant que députée à ça. Et c'est dans cette fonction qu'on m'a proposé de prendre la présidence de la Fondation Femmes Numérique, qui est partie du principe qu'il fallait effectivement que tous les acteurs travaillent ensemble, les pouvoirs publics, les associations, les entreprises, pour trouver les bonnes solutions et faire en sorte qu'elles puissent se déployer vraiment partout dans la société, au travers de l'école, avec l'aide de tous les acteurs. Voilà, donc j'en parlerai peut-être un peu plus dans la suite par rapport à ce qu'on pense et par rapport aux solutions éventuelles. Effectivement. Elvira Fortunato, vous êtes en visio avec nous, je vous vois ici, parfait. Vous êtes chercheuse et au regard de ce qu'on vient d'entendre, de ce constat que les femmes doivent être présentes partout et qu'on ne peut pas laisser des métiers uniquement masculins. D'abord, est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce que vous, pendant vos études et ensuite dans vos laboratoires de recherche, vous l'avez constaté ? Et puis j'ai aussi envie de vous poser cette question. Votre carrière, vous l'avez commencée dans la recherche fondamentale. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager auprès de l'Union européenne et dans ce programme SPIR et d'agir finalement d'un point de vue opérationnel ? Bonjour à tous en première place et je voudrais beaucoup vous remercier pour l'invitation. C'était un plaisir d'être ici à cette conférence. Je m'excuse de ne pas être physiquement avec vous à Angers, mais j'avais des problèmes avec mon plan et ce n'était pas possible. En tout cas, je voudrais aussi saluer mes collègues du panel et féliciter l'organisation pour cette initiative sous la présidence française. Je vais vous parler un peu d'un projet que nous avons à la université, Nova Université de Lisbonne, sur égalité. Et comme il y a certains mots plus techniques, maintenant je vais passer au portugais. Donc avant de vous parler du projet SPIR, qui est un projet financé par la Commission européenne, j'aimerais répondre à la question que vous m'avez posée sur mon parcours.
Peço desculpa, estou aqui com problema de som. J'ai un problème de son, je m'excuse. Estão-me a ouvir? Est-ce que vous Nous, on m'entendez? vous entend très bien, oui. Ah, d'accord. Relativamente à questão que me foi feita, Donc, eu realmente par rapport à cette segui a question, área da engenharia. j'ai suivi des études d'ingénierie, j'ai fait des études d'ingénierie physique. Ingressei na universidade como professora, fiz o doutoramento. J'ai fait mon doctorat. J'ai travaillé en tant que professeur dans l'université Nova de Lisbonne et à aucun moment de ma carrière professionnelle, je n'ai eu de problème. C'est-à-dire que je ne me suis jamais sentie discriminée, que ce soit de façon positive ou négative. Maintenant, pour ce qui est du projet SPIR, le premier panel y a déjà fait référence. La Commission européenne est tout à fait au courant du problème existant. Et outre le financement de projets européens qui discutent de ces questions et qui traitent ces questions et ce problème qui a déjà été identifié par nous tous, maintenant il faut passer à la phase de mise en œuvre au sein des organisations, car de nombreuses études déjà soulignent le problème qui est clairement identifié. Maintenant, il faut passer à une phase pratique de mise en œuvre. Et donc, consciente de ce problème, la Commission européenne finance plusieurs projets dans le cadre de l'égalité des genres, question qui est également présente dans les objectifs de développement durable des Nations Unies, que ce soit dans l'objectif 5 qui a trait à l'égalité des genres ou dans l'objectif 10 qui est lié aux inégalités. Ce projet SPIR est coordonné par une université du Danemark et a comme but d'évaluer l'inégalité des genres au sein des universités et promouvoir ensuite la réalisation d'un plan pour l'égalité des genres. Vous pouvez ici voir ce projet qui a été complété à la fin de l'année dernière et qui est également consultable sur notre site. Et il s'agit d'avoir un plan, d'élaborer un plan, mais surtout de faire le suivi de ce plan au fil des ans. Il ne s'agit pas uniquement de rédiger un document et d'avoir un document entre nos mains, document qui dit que nous pouvons nous porter candidat pour différents programmes européens, différentes universités européennes. Et d'ailleurs, les universités qui souhaitent obtenir des financements européens doivent approuver ce plan d'égalité des genres. Mais il s'agit, comme je le disais, de faire le suivi au sein des universités de ce plan. Donc voilà de façon assez résumée en quoi consiste ce projet SPIR qui a cet objectif. Et je dois dire que à l'échelle de l'université Nova de Lisbonne, ce plan a été extrêmement utile, et notamment pour les universités qui n'en avaient pas un. Et cela a été extrêmement positif car nous commençons par des chiffres, chercher à obtenir des chiffres et à collecter des données. Au sein de ces grandes organisations, très souvent nous ne connaissons pas cette réalité, nous n'avons pas de réalité chiffrée. Et le fait même d'avoir réalisé cette collecte de données de plusieurs catégories par genre, mais aussi selon d'autres indicateurs, a été extrêmement utile, nous a permis de créer des mesures qui sont ici décrites dans ce document et que nous allons maintenant mettre en pratique. Effectivement, avant de pouvoir prendre des décisions, il faut savoir mesurer, savoir de quoi l'on parle. Constance Nebula, j'aimerais savoir comment vous, ces thématiques apparaissent dans votre mandat, mais peut-être d'abord quelles sont vos positions sur le sujet, quels sont vos thoughts sur ce sujet?
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai plus l'habitude de parler toujours avec ma casquette numérique et finalement assez peu du sujet des femmes dans le numérique. Et donc c'est d'abord l'angle thématique qui est le mien dans mes fonctions. Alors vous avez commencé en introduisant la table ronde en parlant du titre de la table ronde et sur la manière dont on pourrait l'interpréter, les femmes toujours absentes du numérique, comment inverser la tendance. Alors toujours absentes du numérique, ça c'est le constat. Et comment inverser la tendance ? Cette partie, comment inverser la tendance, ça veut dire quoi? Que demain, il faudrait plus de femmes que d'hommes dans le numérique? Je ne sais pas si c'est effectivement le sens qu'on voudrait porter à cette table ronde, mais peut-être que la question, ça pourrait être pourquoi est-ce que les femmes, elles sont minoritaires, elles sont invisibilisées dans le numérique, alors que de nombreuses pionnières, que de nombreuses entrepreneurs ont ouvert la voie. Vous les avez cités tout à l'heure, Ada Lovelace, Grace Hooper. On a aussi par exemple le terme licorne. On parle beaucoup des licornes françaises ces dernières semaines. Le terme licorne a été inventé par une femme, Elaine Lee, en 2013, alors que même sur 26 licornes, on n'en a qu'une seule qui est co-gérée par une femme. D'autres chiffres, on a seulement 0,9% à avoir dans les jeunes femmes au lycée, en terminale, sont seulement 0,9% à avoir choisi la spécialité numérique et scientifique qui existe maintenant en terminale. Elles sont aussi seulement 11% des salariés femmes dans la tech française. Et c'est une situation qui effectivement est assez française, voire même plus prégnante en France qu'en Europe. Pourquoi ? Parce que, par exemple, alors que dans l'Europe, on a une hausse des femmes travaillant dans la tech, une hausse de 14%. Parallèlement, le nombre de femmes diplômées, par exemple, d'écoles d'ingénieurs diminue. Alors, mon modeste avis sur le sujet, c'est peut-être le sujet de l'éducation, le sujet de la façon dont, enfant, notre cercle parental, notre cercle social nous a éduqués, peut-être même aussi parfois sans le vouloir. Enfant, on n'offre pas naturellement à une fille un jeu vidéo. À l'école ou au lycée, on ne choisit pas naturellement dans l'orientation une carrière scientifique ou technologique. Et puis, plus tard, à l'université, dans les études supérieures, ou même en entreprise, on se retrouve finalement, quand on a effectivement fait ce choix, parmi celles qui le font, dans une classe où 80% sont des garçons et qu'on peut éventuellement subir quelques stéréotypes ou quelques clichés. Alors peut-être que le sujet, et pour aborder aussi la discussion ensuite et les questions-réponses, ce serait de déconstruire les préjugés dès l'enfance. Et pour ça, j'ai une conviction qui rejoint aussi le thème un petit peu de cette semaine. On a eu plusieurs ministres de la culture, tous les ministres de la culture européens qui étaient à Angers ces derniers jours. C'est appuyons-nous sur la culture pour faire évoluer les perceptions. Ça, c'est vraiment une conviction personnelle. En plus, on viendrait répondre à un constat qui est la méconnaissance du sujet, la méconnaissance de tout ce que le numérique peut impliquer en termes de métier, en termes de formation, en termes de débouchés. Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de travailler sur la désirabilité des métiers en s'appuyant sur la culture? Alors j'aurais 1000 exemples et notamment des exemples angevins, mais ma question, peut-être une nouvelle question pour cette table ronde et qui pourrait ouvrir la suite, c'est et si l'absence des femmes dans la tech n'était pas d'abord une question de culture? C'est une question qu'on peut mettre effectivement à l'ordre du jour. On reviendra sur de nombreux points que vous avez abordés. Luisa Ribeiro Lopez, je vous donne la parole. En tant que présidente de cette association DNS.pt, quelles sont vos priorités pour faire en sorte que le digital soit, si ce n'est moins patriarcal, au moins pensé par des femmes? Quel est votre agenda finalement? Merci, Cédric. Je parlerai en portugais. Avec grand plaisir. Tout d'abord, merci de cette occasion de venir ici. Donc, je suis formée en droit. Je ne suis pas formée dans le domaine technologique, mais cela fait déjà plusieurs années que je travaille dans le secteur technologique. Je suis présidente de Point PT. Je suis coordinatrice générale de INCOF, qui est une initiative pour augmenter les compétences digitales des Portugais et des Portugaises.
Et j'aime toujours commencer par là. Au XXIe siècle, très souvent, nous sommes les premières à avoir réalisé quelque chose en tant que femme. Première coordinatrice générale d'INCOM, présidente de Point PT. Peut-être que d'autres ont cette expérience. Et c'est vraiment dommage que ce ne soit qu'en 2022 que nous puissions occuper des postes de leadership dans le domaine technologique, car nous parlons ici aussi de leadership. Alors, quelques chiffres pour commencer mon intervention. Ce forum s'inspire des nouvelles lettres portugaises, des trois Marias, nous l'avons dit, qui ont été rédigées en 1972. Je vais commencer par vous dire qu'en 1972, justement, il y avait 50 000 étudiants dans l'enseignement supérieur au Portugal et un étudiant sur 5 était une femme. La tendance est inversée depuis. Nous avons près de 412 000 étudiants dans l'enseignement supérieur, ce qui est formidable. 50% sont des femmes. Il y a eu donc un bond en avant très intéressant ces dernières 50 années, un bond qui va dans le sens de l'égalité. Mais, et il y a toujours un mais, dans les secteurs technologiques, informatiques, dans l'éthique, 17% de ces étudiants sont des femmes. Et comme Virginia Ferreira l'a dit lors de son intervention dans la table ronde précédente, ce chiffre baisse actuellement. Et il baisse, que ce soit dans le secteur informatique, que dans le domaine des mathématiques, où plus de 60% des étudiants étaient des femmes. Maintenant, nous avons près de 40% d'étudiantes. Cela nous pousse à réfléchir aux causes de ce changement. Pourquoi est-ce que ces chiffres qui auraient dû augmenter ont baissé? Outre ce que nous allons évoquer, bien sûr, il y a un besoin, comme l'a dit notre collègue, de déconstruire les stéréotypes de genre dès l'enfance. On peut également se demander si nous ne sommes pas devant des métiers de pouvoir qui est typiquement détenu par les hommes. Et lorsque les professions sont mieux rémunérées, elles deviennent des professions de pouvoir dans la société et elles ont tendance à être plus masculines. Comme vous l'avez dit, les premières programmatrices ont été des femmes. Ada Lovelace, qui va être certainement évoquée de nouveau au XIXe siècle, a créé le premier algorithme qui ensuite a été informatisé par une machine. Mais les femmes ont très peu de visibilité. Et lorsque tout cela a commencé à devenir plus intéressant, eh bien, ce sont les hommes qui ont commencé à programmer, plus les femmes. Donc la question que je vous pose ici est la suivante. Est-ce que cela n'a pas trait au pouvoir de ces professions et comment déconstruire ce travail? C'est pour ça que c'est très intéressant pour moi de penser à ce domaine. Et cette inquiétude, cette préoccupation sous-jacente nous pousse toujours à chercher davantage, à rechercher. Et je réalise d'ailleurs une thèse de doctorat en ce moment même sur cette question et Virginia Ferreira, eh bien, nous courons de ce travail que j'essaye de mener pour essayer de savoir pourquoi est-ce que les femmes ne choisissent pas des études d'ingénierie. Et justement, effectivement, que ce soit Constance Nebula ou vous, Luisa Ribeiro-Lopez, vous nous expliquez en fait que historiquement, le travail informatique, lorsqu'il était peu valorisé, que ce soit les postes de calculateur, de programmateur ou d'opératrice, et d'ailleurs c'est pas pour rien si on dit opératrice en français, c'est un poste qu'on conjugue au féminin, était majoritairement occupé par des femmes. Et lorsqu'on vous écoute, on comprend que lorsque ces métiers sont devenus plus valorisés, ont été en lien avec un peu plus de pouvoir, finalement ils sont récupérés, réappropriés par les hommes. Et puisque vous faites une thèse dessus, j'ai envie de vous redonner tout de suite la parole. Quels sont vos premiers éléments d'explication à vous sur ces réseaux? Alors, je n'ai pas encore de conclusion, mais
Je peux déjà évoquer quelques éléments qui pourraient l'expliquer. Il y a bien sûr la question des stéréotypes de genre dès l'enfance, ce qui a déjà été très évoqué. On offre des poupées aux filles, des ordinateurs aux garçons. Lorsqu'on va dans une boutique de jouets, on a déjà des jouets qui sont dédiés aux garçons, d'autres pour les filles. Et généralement, tout ce qui est électronique se trouve du côté des garçons. Donc, et on ne choisit que ce qu'on connaît. Donc, il est plus naturel de choisir après avoir joué avec un ordinateur déjà. Donc, déjà, il faut passer par une déconstruction des stéréotypes de genre. Or, cela prend du temps. Il faut déjà s'atteler aux causes. Dans le cadre de ma recherche, ce que j'ai pu comprendre chez les filles qui optent pour des études d'ingénieurs qui sont plus technologiques, c'est qu'elles le font à cause de leur propre historique, leur famille. Et nous avons eu dans la table ronde précédente une ingénieure avec 3 filles qui sont devenues ingénieures. Donc généralement, ceux qui optent pour ce type d'études ont des parents qui ont eux-mêmes été ingénieurs. Donc il y a eu déjà une déconstruction préalable de par l'histoire familiale. Mais il faut également mener à bien des actions collectives positives qui doivent avoir lieu avant le choix. Car jusqu'à l'âge de 15 ans, comme on l'a dit, 0,7% des filles envisagent de suivre des études supérieures dans le domaine technologique ou dans l'ingénierie. Uniquement 0,7%. Donc, malgré le fait qu'au Portugal, les chiffres soient parfois meilleurs qu'en France, car 22% de notre marché technologique est féminin, ce qui est d'ailleurs supérieur à la moyenne européenne, qui est de l'ordre de 19%. Nous avons gagné 4 points depuis l'année dernière, donc c'est plutôt un signe positif. Mais bon, lorsque 22% est considéré comme un chiffre positif, je pense que c'est parlant en soi. Effectivement, je vais continuer avec quelques chiffres et vous donner la parole, Constance Nebula, puisque vous abordiez également dans votre propos liminaire ces questions de stéréotypes de genre. Lorsqu'on regarde ce qui se passe au collège et au lycée, il y a eu une réforme en France sur les filières, donc elles ont un petit peu été remaniées, mais ce qu'on appelle maintenant la triplette mathématiques, physique, chimie et SVT, on a, lorsqu'elles sont en première, plus de la moitié des effectifs qui sont composés d'élèves filles. Et lorsqu'on passe en terminale, elles tombent à peu près un tiers des effectifs. Comment, vous l'expliquez, on commence à parler de stéréotypes de genre, et surtout, 2, puisque je crois beaucoup au pouvoir des actions locales, qu'est-ce qu'on peut entreprendre, puisque c'est aussi le but de ce forum, d'avoir des bonnes pratiques au niveau local, au niveau des mairies, au niveau des régions. Est-ce que ce sont des interventions dans les lycées? Est-ce que c'est peut-être rendre plus visibles aussi des modèles féminins pour que ces filières incitent les jeunes femmes? Oui, effectivement, le rôle de l'acteur public, des élus, des villes et des régions, c'est de pouvoir s'appuyer sur des leviers pour changer les choses. Je vois effectivement deux modes d'action ou 2 domaines d'intervention. Comme ça a beaucoup été évoqué, et je rejoins parfaitement les constats qui viennent d'être dits, la sous-représentation des femmes dans la tech, elle est la conséquence héritée d'une culture et d'une éducation. Ça, on partage le constat. Et donc, il faut déconstruire cette éducation peu à peu à la maison, à l'école et en entreprise. Ça, c'est le premier levier sur lequel on peut intervenir. La deuxième chose, c'est une fois en entreprise, comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer les mentalités? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'entreprise, les métiers, le secteur de l'emploi, l'orientation, la formation doivent être des secteurs qui doivent être attirants et doivent créer les bonnes conditions et les meilleures conditions pour attirer tous les talents. Et en plus, c'est censé être quand même, le numérique et la tech, un secteur innovant et agile, et donc doit pouvoir se réinventer. Et au-delà de la parité, on pourra en débattre plus tard, mais la parité, c'est une donnée quantitative, c'est pas une donnée qualitative. On va en débattre. On va en débattre tout à l'heure. Donc sur le levier de l'éducation et de ce lien que je faisais tout à l'heure en introduction avec la culture, je
vous donne 3 petits exemples qui ne dépendent pas forcément de la collectivité, mais certains oui. C'est simplement pour vous illustrer qu'est-ce que j'entends par ce besoin de culture pour aider les jeunes filles et voire même des fois dès l'enfance. En 2018, on a un studio de jeux vidéo suédois qui a sorti un jeu vidéo qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dont le soldat, le personnage principal est un soldat féminin. Ça avait fait polémique parce que, soi-disant, peu représentatif. La série Netflix, le jeu de la dame, qui met en avant une jeune femme assez scientifique dans son état d'esprit, passionnée d'échecs, a permis derrière une augmentation en puissance de par son succès des inscriptions dans le domaine des échecs. Troisième exemple un peu plus local, si vous êtes toujours à Angers d'ici là, les 2 et 3 avril prochains se tiendra à Angers la 3e édition du Angers Geek Fest et qui mettra à l'honneur exprès la pop culture au féminin, avec des actions, je dirais, de culture dans le sens large du terme, sans que ce soit des actions, je dirais, stéréotypées ou poussives, mais vraiment diffusées dans la culture et dans la société. On arrive à faire inscrire des rôles modèles, et ce, dès le plus jeune âge. Et puis après, il y a le sujet de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour le sujet de la reconversion vers l'emploi, pour que une femme qui a perdu son emploi, elle ne se dirige pas naturellement vers les métiers du numérique en termes de reconversion. Elle va aller malheureusement vers ce qu'on appelle les voies de garage pour retrouver soi-disant un emploi plus rapidement avec des formations courtes. Mais on peut faire exactement la même chose dans le numérique. Il y a quelques jours, j'ai pu inaugurer à Angers l'école Simplon, qui est bien connue en France, qui a un modèle qui permet de, sans prérequis techniques, se former au métier du numérique sur des métiers de développeurs. Et derrière, le taux d'employabilité est hyper intéressant pour celles et ceux qui suivent ces formations. Et pas que les jeunes, parce qu'on parle beaucoup de jeunes et numérique, c'est bien, mais il ne faut pas mettre de côté effectivement les mères au foyer, les femmes plus âgées, des personnes qui, sur le papier, ne pensent pas forcément à ces métiers-là. Et Simplon aide vraiment là-dessus. Après, on a des actions plus ciblées. Par exemple, dans la région, on a un programme qui s'appelle Girls Are Coding. La région Pays de la Loire soutient une association qui s'appelle ADN Ouest, qui organise des sessions de 15 jours pour s'initier au code, et ce, dès le lycée, mais sans limite d'âge, pour sensibiliser tout simplement les jeunes femmes à c'est quoi le code informatique, c'est quoi le langage informatique, et qu'est-ce que ça peut vous ouvrir comme porte plus tard. Donc en 2022, il y en aura plusieurs sessions comme ça sur la région. On a bien entendu le fait de mettre en avant des rôles modèles avec des prix, avec des trophées. Dans la région, on a une très belle association qui s'appelle les Femmes du Digital Ouest, avec lequel la région travaille pour mettre en avant là aussi les femmes qui innovent, les femmes chefs d'entreprise. Et puis un programme qui s'appelle Wi-Fi, ce sera mon dernier exemple parce qu'il cible les collégiennes. Wi-Fi, ça cible les élèves de 3e et de 4e, donc avant l'orientation, avant le lycée. Et ça leur fait montrer tout simplement l'étendue des métiers possibles, ça leur fait visiter des entreprises, ça leur fait discuter avec des hommes et des femmes qui travaillent dans le numérique, tout simplement pour leur dire voilà tout ce qui existe. Après, vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous savez que ça existe. Donc voilà les différents exemples que l'on peut avoir, à la fois sur une tranche d'âge de jeunesse, et à la fois sans oublier les personnes en reconversion plus tard dans la vie. Et je vais vous donner tout de suite la parole, Christine Aignan, puisque vu que vous souhaitiez réagir, et c'est un enjeu d'autant plus important que on estime que d'ici 2027, à peu près 232 000 emplois seront créés en France dans ce secteur du numérique. Donc c'est un enjeu de taille dans un moment où le chômage stagne autour de 9-10% en fonction des chiffres. Christine Aignan, je vous laisse la parole. Oui, merci. Oui, il y a tous ces métiers purs du numérique, mais comme je le disais tout à l'heure, aucun métier ne pourra se passer du numérique comme aide ou comme outil additionnel. Donc il faut bien que chacun soit aussi acculturé et initié à ces techniques. Alors moi je voulais aussi donc expliquer la philosophie donc de Femmes numériques, expliquer un petit peu comment on travaille, et ça va venir en complément de ce que vous disiez. D'ailleurs vous verrez qu'on pourra probablement travailler ensemble. Donc c'est parti du constat, comme je disais, des entreprises aussi qu'elles avaient aussi du mal à recruter.
et que donc il y avait aussi un gisement de personnes qui devaient absolument être formées, c'était les femmes. Les pouvoirs publics aussi, donc, qui cherchent la bonne solution pour résoudre ce problème. Et donc, on travaille avec plusieurs ministères, ministère de l'Éducation, avec lequel on a un partenariat important, ministère aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes, ministère des Armées, ministère du Travail, parce qu'effectivement, il faut penser à tous les publics, pas simplement aux jeunes, mais aussi à la reconversion. Et on est en train aussi de regarder comment on peut travailler de manière plus proche avec les régions. Et donc la Fondation finance des projets associatifs dans l'idée que ces projets, s'ils sont efficaces, s'ils montrent donc leurs bénéfices, doivent pouvoir vraiment être déployés et étendus sur l'ensemble du territoire. Et c'est pour ça qu'on doit, dans une deuxième étape, donc mieux travailler avec toutes les collectivités territoriales qui ont effectivement pour mission de déployer à la fois au niveau éducation nationale, mais aussi au niveau des entreprises, tous ces projets. Par exemple, Simplon est l'une des associations qui a été financée sur l'un de ces projets. Et d'ailleurs, aussi une association à qui on a dû montrer et expliquer comment il fallait aussi un peu déconstruire tous ces stéréotypes. Parce que vous, comme moi, effectivement, on a tous absolument des biais. Personne n'en est indemne et on doit aussi se poser la question de comment aborder les sujets pour effectivement les éviter, et c'est pas toujours simple. Et donc, il faut, donc ces projets, on les a beaucoup financés au niveau de l'éducation, que ce soit primaire, collège et terminale. Bon, par exemple, on a financé aussi l'association Les Petits Débrouillards qui intervient au niveau du primaire, Simplon, je l'ai déjà dit. On a aussi financé des projets qui construisaient du matériel à destination des enseignants. Et donc, c'est ensuite déployé par l'Éducation nationale, parce qu'effectivement, les enseignants doivent être acteurs de cette transformation, et aussi les parents. Les parents sont aussi extrêmement prescripteurs. Et on a parlé de cette nouvelle formation, donc NSI, dans laquelle malheureusement peu de filles se sont engagées, mais je dois dire que d'une manière générale, peu de jeunes se sont engagés, parce qu'on n'a pas non plus énormément de garçons qui sont allés dans cette voie, parce que bon, il y avait l'inconnu. C'est malheureusement aussi tombé au moment du Covid, donc avec peut-être une information qui est beaucoup moins bien passée, un souhait aussi de se rassurer, et donc les parents ont plutôt orienté aussi leurs enfants dans des orientations connues, donc plus classique, et ils ont, malgré cette possibilité de choix, ils ont de manière plus ou moins artificielle reconstitué ces filières qu'ils connaissaient avec maths, physique, biologie. Et donc, et aussi, dernier point, la nécessité d'une meilleure articulation entre le lycée et les études supérieures, puisque les écoles d'ingénieurs, malheureusement, n'ont pas encore une bonne conscience de cette nouvelle filière et qu'elles continuent quand même à demander des formations beaucoup plus classiques à base, enfin, avec beaucoup plus de maths. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir corriger, parce qu'effectivement, il y a eu le constat rapide que beaucoup moins de filles s'étaient orientées dans cette section. Et donc, d'où les annonces de remettre plus de maths dans le cursus obligatoire, et aussi donc d'avoir une formation à partir de la 5e sur le codage, qui peut... c'est des maths, bien sûr, mais c'est un langage. Et donc, on parle beaucoup de la nécessité de refaire du latin, du grec, c'est important. Mais le codage, c'est aussi une matière qui peut apprendre à être logique et à avoir de bonnes analyses. C'est une langue en soi, effectivement. Puisqu'on parle de recrutement du supérieur, Elvira Fortunato, j'ai évidemment envie de vous donner la parole. Vous le disiez, Luisa Ribeiro Lopes, le Portugal fait mieux
que l'Union européenne, puisqu'on est autour de 22%, 18% pour l'Union européenne en ce qui concerne les femmes qui sont des élèves diplômés, en gros des technologies de l'information et de la communication. La France fait moins bien, on est à 16%. Est-ce que, cela dit, puisque vous l'avez dit, 22% c'est pas suffisant, est-ce qu'il faudrait peut-être dans le supérieur aussi penser à changer les types de recrutement? Elvira Fortunato? Je n'ai pas bien compris la question. Dans quel genre de filière? Dans les filières qui concernent le numérique ou dans les filières dans lesquelles justement on a besoin de connaissances en informatique. C'est en lien avec ce que venait de nous dire Christine Nignon, c'est-à-dire qu'on a des formations assez classiques dans les lycées et que ce soit les écoles d'ingénieurs ou les universités demandent ces formations-là et font peut-être un peu moins confiance à d'autres types de cursus du secondaire. Alors, je pense que ce qu'on devrait faire pour avoir plus de représentation des femmes dans ces domaines, dans les STEAM, comme on les appelle, je pense que ça doit commencer dès le primaire, dès que les enfants arrivent à l'école. Je me souviens très bien de mes cours en maternelle, en primaire. Je ne me rappelle pas forcément si bien au lycée. Donc je pense que dès qu'on entre à l'école, dès qu'on commence à apprendre une langue, on doit également apprendre un nouveau langage. Ça nous permet d'avoir les premières bases de l'informatique dès le primaire et que ça continue ainsi au fil de la scolarité. Je pense que dès que les enfants arrivent à l'école, il est très important de s'occuper de ces questions. Le Portugal ne s'en sort pas si mal, même si la situation pourrait s'améliorer, que ce soit dans ce domaine, mais aussi dans le fait que les femmes sont présentes à l'université, qu'elles peuvent atteindre des postes plus élevés dans une carrière académique. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le domaine de l'ingénierie, dans l'informatique ce matin. Et j'imagine qu'on va continuer d'en parler. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes d'égalité des genres, pas seulement dans les universités, mais aussi dans les entreprises. Il faudrait que plus de femmes puissent atteindre des postes de direction. Donc il y a encore beaucoup de problèmes d'égalité des genres dans les filières technologiques. Et puis il y a également le problème que les femmes n'arrivent pas à des positions élevées, des postes élevés. Alors justement, tout ça, ça vient compléter le constat qu'on a depuis 2-3 jours maintenant. Et en français, on a une expression qui vient de vers du poète Pierre Réverdy. L'amour, c'est bien, l'épreuve d'amour, c'est mieux. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Constance Nebula, vous nous disiez qu'il y a un triptyque maison, école, entreprise. Par exemple, à la maison, c'est l'endroit le plus compliqué, c'est la socialisation primaire, c'est Bourdieu qui nous l'explique, c'est l'endroit où il est le plus compliqué d'agir. Comment est-ce que la puissance publique, notamment j'imagine au travers de l'école, peut influencer sur la maison justement? C'est une bonne question parce que c'est effectivement la cible la plus difficile à atteindre. Et on m'aurait dit il y a quelques années que j'utiliserais les mots éducation genrée, je n'aurais pas cru, parce que c'est pas forcément des termes. Ça fait partie des a priori qu'il faut déconstruire. Mais tout à fait. Et en fait, avec les années, on se rend compte du constat de cette éducation dite genrée. Moi, j'ai eu de la chance, même si je jouais aux jeux vidéo, c'était quand même ceux de mon frère. Mais je jouais aux jeux vidéo, c'est-à-dire que j'ai eu aucun problème à ce qu'on me laisse jouer et passer du temps dans des écrans, découvrir et m'intéresser à ça. Mais c'est vrai qu'on ne m'en a pas offert. Donc il y a un travail à faire sur peut-être les parents
À Angers, on a un dispositif qui s'appelle la conférence des familles, dans lequel on aborde notamment la question des écrans. Et au sein de cette conférence, on peut aborder sans tabou le sujet de comment est-ce que modestement la collectivité peut peut-être vous insuffler quelque chose qui pourrait répondre aussi aux enjeux actuels. Parce qu'il faut aussi dire que cette table ronde et la question que vous venez de me poser, je ne pense pas qu'on se la serait posée il y a 30 ans. C'est-à-dire que c'est quand même un sujet qui est apparu ou un constat qui est apparu avec les années, ce sujet de l'enfance. Donc il y a le sujet effectivement des écrans, il y a le sujet, moi je rejoins parfaitement ce qui a été dit sur l'apprentissage du langage. On apprend une langue, plus on l'apprend tôt, plus on la connaît mieux, et effectivement c'est ce qui nous marque plus tard dans la vie. Ça ne veut pas dire que si vous faites grec ou latin, plus tard vous aurez une profession ou une activité qui a un rapport avec ces langues, mais vous aurez appris quelque chose. Vous aurez ouvert votre esprit et vous aurez appris quelque chose. Moi, je suis vraiment partisan effectivement d'apprendre au moins le principe du code, de comment ça fonctionne, la mécanique de l'esprit et de l'apprentissage de cette langue qui en est une le plus jeune âge. En ce moment, on est en pleine campagne présidentielle en France, et on entend des propositions de certains candidats qui osent peut-être aussi avouer que ce serait une bonne idée d'avoir ce langage informatique à l'école. Moi, je soutiens cette initiative, mais encore une fois, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, si vous disiez ça, c'est « Oh mon Dieu, apprendre le langage informatique à des enfants, quel scandale, ça veut dire qu'ils vont faire moins de maths, moins de français, moins d'anglais, etc. » Alors que ça doit être une matière à part entière. Donc moi, je rejoins aussi ce qui a été dit sur ce sujet. Et enfin, je rejoins aussi ce qui est évoqué et ce que j'évoque depuis tout à l'heure sur la culture. Est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est un on collectif, qu'on soit public ou privé, assumer plus ou oser plus culturellement parlant, sur des rôles modèles féminins, mais entre guillemets dès l'enfance, qui fassent tout simplement envie à des petites filles, à des jeunes filles, et qui les intéressent. Et après, entre guillemets, l'objectif, c'est pas de forcer les statistiques, c'est pas d'obliger les filles à... je ne vois pas notre table ronde comme une manière de se dire comment est-ce que demain on peut forcer le destin et qu'on arrive à 50-50. Non, l'objectif n'est pas de forcer. En revanche, mon objectif en tant qu'élu, c'est de faire connaître. Et là-dessus, on a une marge de manœuvre sur le faire connaître, faire savoir. Et puis, éduquer mentalement le fait que c'est possible. Si vous le voulez, c'est possible. On va y revenir de toute façon sur ces questions de quotas. Marie Videbien, je vois que vous me faisiez signe. Vous avez, j'imagine, une question. A priori, le micro est... Oui. Déjà, je trouve vos remarques toutes très pertinentes, et notamment sur la vie associative. Puisqu'on a beaucoup parlé de l'école, de l'éducation, mais effectivement, les associations peuvent aussi être un facteur de diffusion des connaissances numériques. Toutefois, dans la vie associative, nous retrouvons beaucoup de personnes, et notamment je pense aux retraités, qui ne sont plus actifs professionnellement, mais qui sont actifs au sein de ces associations bénévoles, et qui manquent parfois cruellement de connaissances liées au numérique. Et non seulement, de ce fait, elles sont parfois complètement mise à part de cette vie associative. Et dans un deuxième temps, c'est dommage puisqu'elle participerait, former n'importe quel acteur. Et je rebondis parce qu'il me semble qu'on parle beaucoup des stéréotypes de genre depuis le départ, mais il y a aussi d'autres stéréotypes liés au handicap, stéréotypes liés à l'agisme, on en avait un peu parlé effectivement, stéréotypes liés aussi aux différentes orientations sexuelles, qu'il faut aussi peut-être prendre en compte. Et ma question, c'est est-ce que vous avez prévu des modalités d'action, tous et toutes, pour toucher le plus large public possible, et notamment les personnes qui ne sont ni actifs, pas actifs, et un peu des minorités dans les minorités, les femmes oui. en situation de handicap, par exemple. Je vous remercie. Oui, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, comme je le disais au début, le numérique aujourd'hui, c'est un phénomène massif et qui concerne absolument tous les groupes et toutes les tranches, toutes les couches sociales. Et effectivement, pour des personnes qui sont plus âgées, qui n'ont pas eu la chance éventuellement d'aborder ces techniques dans leur milieu professionnel, ça peut être encore plus compliqué.
Donc, effectivement, hein, il y a une prise de conscience aussi qu'il faut adresser ce sujet. Donc, un des moyens qui a été mis en place par le gouvernement, donc c'est les maisons France Service qui doivent aider ces personnes et qui sont en cours de déploiement partout en France. Je pense qu'on en est à peu près à 3000. Et les territoires qui ont été en premier visés, ce sont les territoires plutôt ruraux, où donc du fait de la diversité, les services publics ont été fermés hein, parce qu'il y avait moins de personnes le plus souvent. Donc ce sont des points d'accès qui à la fois peuvent aider les personnes à accéder au numérique, mais aussi donner une formation. Et c'est aussi un moyen de repérer ces personnes pour pouvoir effectivement leur faire une offre. Alors vous avez aussi donc la possibilité d'avoir un certain nombre de chèques hein, qui vous permettent comme des chèques de 50 ou 100 euros, je ne sais plus, qui permettent d'avoir une dizaine d'heures de formation. Et donc, ce sont des associations qui délivrent ces formations. Donc, il y a effectivement des actions qui sont démarrées, mais qui demandent déjà c'est un premier pas. Hein, je pense qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et il faut aussi se dire que tous, peut-être, un jour ou l'autre, on sera confrontés nous-mêmes à ce problème. D'abord parce que on vieillit tous et on ne sait pas quelle sera donc l'évolution de nos propres capacités, et aussi parce que ce sont des technologies en constante évolution et donc qui demandent de toujours continuer à bouger et à évoluer. Donc il ne suffit pas de former à une technique à un moment donné, mais il faut aussi donner les outils aux personnes pour qu'elles puissent continuer à se former elles-mêmes et à comprendre comment elles peuvent aller plus loin. Donc effectivement, c'est faire beaucoup découvrir et apprendre aussi aux gens à être curieux et aller plus loin. Donc je pense que c'est pour ça que c'est un phénomène qui est complètement global et social, et qui demande d'aborder différemment beaucoup de sujets. Louisa Ribeiro-Lopez, je vous voyais réagir. J'aimerais compléter la question qui a été posée par aussi celle de la pleine citoyenneté numérique, puisque dans cette association Movement for Active Digital Use, c'est aussi l'un de vos objectifs. À ma connaissance, il n'est pas genré, ça concerne tant les hommes que les femmes, mais là aussi, il s'agit bien de rendre le numérique et la citoyenneté numérique, peut-être vous pouvez aussi nous expliquer ce dont il s'agit, accessible à toutes et tous, puisque c'est un enjeu réel pour une démocratie saine au XXIe siècle. Merci pour cette question. Elle est très pertinente. On a déjà établi un constat et il existe des actions concrètes pour résoudre ces problèmes et pour aussi répondre aux besoins dans le digital, qui est une question à part entière parce que le numérique est présent partout dans toutes les professions. Il existe des professions technologiques. En France, apparemment, il y a un grand manque de main-d'œuvre dans ce domaine, 230 000 emplois. Au Portugal également. Donc, on a un véritable manque de main-d'œuvre. Et les femmes pourraient permettre de répondre à ce manque. Notre programme permet de développer des compétences professionnelles, pas seulement selon le genre, mais aussi en transversalité. C'est-à-dire que tous les programmes de compétences numériques doivent prendre en compte cette question du genre et de l'inclusivité. Au Portugal, 16% de la population n'utilise pas le numérique. C'est un très fort pourcentage si on le compare à la moyenne européenne. Donc ça veut dire que des hommes et des femmes n'ont pas recours au numérique alors qu'il est pourtant nécessaire dans la vie quotidienne.
Surtout la population plus âgée, ceux qui vivent à l'écart des grandes villes, qui sont plus à la campagne. Et ceux aussi qui ont des difficultés économiques, et les femmes. Il faut savoir que 64% des femmes sont exclues du numérique. Alors comment les autonomiser ? Au moins 50% des bénéficiaires de nos programmes doivent être des femmes. Nous avons des programmes destinés spécialement aux femmes qui s'appelle EUSO Digital, le Sud numérique. Et le but est justement de donner les capacités à ces personnes qui en manquent, de les inclure, et notamment les personnes âgées. Et autre point important, l'éducation. C'est une question clé quand on parle du numérique. Dès le départ, on pourrait initier les enfants au numérique. Les enfants apprennent très facilement. Alors si on commence dès le départ, dès la maternelle, le primaire, si on les initie à la programmation, à ce langage informatique, ça pourrait être formidable. Même tout simplement avec un papier et un crayon, on peut commencer à les initier. Parce que les enfants apprennent si facilement. Ils pourraient comprendre ce qu'est un algorithme, comment les machines pensent. Ce serait vraiment facile de leur enseigner ça. On peut commencer dès le départ. Au Portugal, des projets existent déjà pour donner les compétences aux enfants et tout au long de la scolarité, les initier donc à la progression, à toute la pensée informatique. Nous avons des projets. Ensuite, sur le genre, nous avons un programme phare, ingénieur d'un jour, ingénieur au féminin. Le but, là, est au collège, ce qui est l'équivalent du collège, de faire venir des ingénieurs femmes, des femmes qui travaillent dans des entreprises, chez Microsoft, Google, Huawei, dans différentes entreprises, qui viennent pour montrer aux jeunes ce qu'elles font. Et ainsi, ça peut inspirer les jeunes filles. C'est une des choses que l'on fait dans les écoles. Donc l'éducation, les compétences numériques au sein de l'éducation, c'est fondamental. Mais on ne peut pas non plus laisser de côté le marché du travail, on en a déjà parlé. D'un côté, il y a l'éthique, les emplois dans le domaine des TIC. Nous avons besoin de plus en plus d'employés dans ce domaine en Europe. Et donc il nous faut intégrer plus de femmes, plus de représentation des femmes. Mais autre chose aussi, c'est que si certains emplois disparaissent, il faudrait permettre une reconversion professionnelle dans les domaines qui recrutent. Et il y a justement un programme au Portugal qui s'occupe de ça, le Upskill, qui permet une reconversion professionnelle à des personnes qui travaillent déjà, mais dont l'emploi est menacé, et à les reconvertir dans le numérique. Et nous avons un quota, 50% des personnes qui suivent ce programme doivent être des femmes. Et depuis, nous avons de plus en plus de candidates, de plus en plus d'exemples, des bourses aussi, pour inciter les femmes à devenir ingénieures. Et ça fonctionne puisque nous avons de plus en plus de candidates. Donc c'est bien. Ça fonctionne. Et ensuite, il y a le domaine de la recherche et des technologies disruptives. Et là, le problème est encore plus important dans la cybersécurité notamment. L'intelligence artificielle sont des domaines encore plus masculins que l'éthique. Il y a vraiment un cruel manque de femmes dans ces secteurs. Alors que dès qu'on se dirige plus vers ce qui est artistique, c'est mieux. Mais pour ce qui est blockchain, intelligence artificielle, tout cela, il manque vraiment de femmes. Vous prenez la parole tout de suite, donc allez-y. Oui, parce que je veux réagir. Alors, bon, en France, il y a aussi de gros budgets qui ont été
donc de formation, et donc en particulier dans le numérique, donc depuis le début du mandat, et dans le programme France 2030, donc il y a 2,5 milliards qui sont prévus spécifiquement pour former au métier du futur, et donc le numérique a aussi une grosse part de ce budget. Je veux réagir quand même sur ce que vous disiez sur l'intelligence artificielle, parce que effectivement, si le pourcentage de filles qui rentrent dans les études au niveau du numérique est assez stable malheureusement, si on regarde en France au moins plus finement les chiffres, on se rend compte que pour ce qui est de l'intelligence artificielle, le chiffre en pourcentage a énormément augmenté. C'est-à-dire qu'on a au moins 30-40% de filles qui s'orientent dans ce domaine. Et peut-être parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine où il faut être sur un domaine transverse, où il faut avoir plusieurs compétences, parce que si vous faites de l'intelligence artificielle dans le médical, il faut aussi comprendre peut-être ce que c'est que le médical, et c'est vrai aussi pour d'autres métiers. Et donc c'est une autre manière d'accéder aussi au numérique. C'est pour ça que je disais que c'est important que, en fait, aucun métier ne doit se passer du numérique. Il faut absolument que ce soit toujours un complément de formation. Et donc, au moins en France, en intelligence artificielle, mais globalement sur l'ensemble des métiers du numérique, c'est pas la masse des métiers, mais là, on voit une très nette progression. Effectivement, il y a une scission dans les chiffres, pour compléter ce que vous venez de dire, où dans les anciens, entre guillemets, corps de métier du numérique, la part de femmes stagne, voire baisse. En revanche, dans les nouveaux métiers, et je parle vraiment sur le territoire français, la part de femmes augmente, et augmente très rapidement. On a parlé de différentes mesures qu'on peut mettre en place. Elvira Fortunato, j'aimerais maintenant vous demander comment est-ce qu'on fait pour mesurer, pour évaluer l'efficacité d'une politique qu'on met en place à l'université, par exemple, les différents programmes que vous avez. Comment est-ce que vous constatez que tel point du plan fonctionne, tel autre ne fonctionne pas, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait, c'est en tâtonnant, c'est en avançant, c'est en expérimentant qu'on arrive à affiner un programme. Donc quels sont les moyens d'évaluer des politiques que l'on peut mettre en place ? Pour ce qui est des politiques que nous avons et qui sont approuvées à l'université Nova, elles ne portent pas particulièrement sur le domaine de l'informatique ou de l'ingénierie, mais surtout sur l'égalité des genres. Tout cela est très lié au projet SPIR dont je vous ai parlé. Ce plan a été élaboré à la fin 2021. Il va être appliqué jusqu'en 2025. Et tous les 2 ans, nous allons faire le suivi de toutes les mesures qui ont été identifiées dans le cadre de notre université. Une série de mesures ont donc été identifiées, approuvées, aussi bien au plan du rectorat, mais aussi par l'ensemble de l'université, qui regroupe 9 facultés différentes, 9 universités avec un directeur, directrice chacune. Ces mesures ont été approuvées d'ailleurs à l'unanimité par l'ensemble de ce collège. Je pense qu'au Portugal, nous sommes bien équipés du point de vue des politiques publiques. Nous avons la chance d'avoir, et d'ailleurs était présent à votre forum, la secrétaire d'État à la citoyenneté et à l'égalité, c'est-à-dire que nous avons une secrétaire d'État qui se penche sur ces sujets. Plusieurs lois ont d'ailleurs été appliquées, ce qui est très positif, et nous avons une commission sur l'égalité des genres dont la présidente Sandra Ribeiro a également été présente dans votre forum. Donc nous avons toute une série d'organismes publics qui ont lancé des politiques publiques. Nous avons également une loi qui est entrée en vigueur en 2019 et qui rend obligatoire dans le cadre de l'administration publique, mais aussi dans le cadre des universités, des centres de recherche, rend obligatoire, donc depuis 2019,
que tout organisme de fonctionnement, que ce soit des jurés ou dans une administration, rend obligatoire donc la présence de 40% de femmes au moins. Donc, je pense qu'avec ce type de quota, nous pouvons réellement avoir un impact. Des études, d'ailleurs, démontrent que si nous continuons de la sorte, nous ne parviendrons pas aux 50% avant 300 ans. Donc, ces mesures de quotas sont importantes et des mesures publiques doivent être appliquées et elles doivent être appliquées par le haut dans une première phase parce que par le bas, c'est plus compliqué. Mais comme vous le savez, tout cela est relativement récent. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas encore dire que le plan sur l'égalité des genres que nous avons présenté fonctionne, car il en est encore à ses balbutiements, mais le simple fait de regarder ces chiffres, de parler de la question est déjà une étape positive. Oui, en effet, sur les quotas, là, il est peut-être trop tôt pour réagir. En France, on a eu des quotas en politique et ça fait quelques années maintenant et on voit que le corps ministériel, que les corps des assemblées élues se sont féminisés. Et puisqu'on y arrive, et je vais vous donner la parole à toutes les trois sur cette question de quotas, est-ce que c'est un outil nécessaire dont on souhaiterait peut-être se passer, puisque philosophiquement, on peut ne pas être d'accord avec, mais est-ce que c'est un outil nécessaire pour faire mieux et imposer, réguler, pour renforcer la présence des femmes? Christine Nyon. Alors, même si de prime abord, ça peut ne pas plaire, on voit que ça marche quand même. Puisque, effectivement, en politique, ça marche. Enfin, en France, on n'a jamais été autant de femmes députées, enfin, la représentation féminine à l'Assemblée est proche de 40%, et c'est la première fois. Et pourquoi? Parce qu'un parti politique a décidé de présenter des femmes là où c'était aussi gagnable et pas uniquement là où on savait d'avance qu'on allait perdre. Donc ça a bien marché. Ça a marché aussi dans la loi Copé-Zimmermann pour les quotas dans les conseils d'administration, et maintenant on est proche de la parité en France sur les conseils d'administration, et on vient aussi donc de voter une loi qui va imposer des quotas, bon, de manière progressive. Parce que bon, sur les conseils, on a moins de renouvellement sur des COMEX que sur des conseils d'administration, mais dans les comités exécutifs des grandes entreprises. Donc, ce qui doit amener aussi un peu à la fois à combattre ce plafond de verre dont on parle tant. Donc, effectivement, dans certaines situations, je pense que ça vaut la peine et il faut les mettre parce que ça marche. Alors, bon. Au bout d'un certain temps, peut-être qu'on pourra les supprimer, mais pour l'instant, on n'en est toujours pas là. Rapide tour de table, toutes les trois, Constance Nebula. Ça marche statistiquement parlant. Donc moi, je suis un peu plus mesurée, bien que j'ai la très grande humilité de dire que s'il n'y avait pas de quotas et de parité obligatoire, au moins dans le domaine politique, je ne serais peut-être pas là. Enfin, j'y serais peut-être arrivée, mais par un autre moyen et différemment. Mais effectivement... aux élections, par exemple sur une liste municipale ou une liste régionale ou pour des législatives, pour des cantonales, on impose une parité obligatoire. Et mon premier mandat, c'était en 2014, j'avais 23 ans. Il n'est pas tout à fait sûr que s'il n'y avait pas eu la parité obligatoire, je me serais retrouvée effectivement candidate aux élections municipales à Angers et la suite dans les années qui ont suivi. En revanche, parce qu'il y a toujours un « et en même temps », ça c'est la partie visible, ce sont les statistiques. On a autant de femmes que d'hommes, très bien, dans une liste municipale, dans une liste régionale ou dans l'échiquier politique. Mais moi, ce qui me titille, c'est du côté de la femme. Je me donne mon sentiment personnel. On en vient à se demander si on est là pour des raisons de compétence ou pour une statistique. Et en fait, moi, le imposer, que ce soit dans des COMEX, où ça a été évoqué tout à l'heure, dans des programmes, une conditionnalité de 50% de femmes, on va aller chercher de la quantité et du volume de femmes, parce que comme ça, on a une parité chiffrée.
mais on ne travaille pas et on ne réfléchit pas sur le sujet essentiel qui est le pourquoi du comment dans l'état d'esprit de la jeune femme. Qu'est-ce qui l'a amenée à est-ce qu'elle va s'épanouir dedans comment elle a découvert tel ou tel métier comment à la base elle a été acculturée à s'intéresser à certains domaines en fait c'est plus ça qui m'intéresse plutôt que ce 50% obligatoire. C'est un avis personnel, je sais qu'il peut être amené à être débattu. Effectivement, ça peut être un mal nécessaire, cet aspect statistique, mais réfléchissons aussi. Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses et ne pas se contenter de cet aspect chiffre? C'est un peu, je reviens sur mon sujet des licornes françaises. Ah, c'est super, on a 26 licornes, très bien, mais les fonds investis dans ces licornes ne sont pas français, donc l'intérêt est assez limité. Donc au-delà de l'aspect chiffre, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'aspect psychologique, humain, culturel, éducation, sociologique de la question. Louisa Ribeiro-Lopez, je vais vous donner la parole tout de suite, mais juste avant, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire, puisque on a Hélène Périvier, qui est une économiste de l'OFCE, qui hier amenait ce point de l'autocensure des femmes, et elle disait qu'elle n'aime pas ce mot d'autocensure, parce qu'au contraire, c'était bien souvent un calcul rationnel. Aller vers des milieux dont on sait qu'ils sont peu accueillants, aller vers des milieux où l'on sait il s'agissait d'une table ronde sur la culture, mais donc avoir des types de contrats qui vont peut-être pas aider à avoir une maternité et à prendre un congé justement pour l'arrivée de l'enfant. Est-ce que ces quotas ne permettent pas aussi cela, c'est-à-dire de casser ce processus de rationalité en facilitant la réflexion? Et je pense que personne ici ne dit qu'il faut faire que des quotas. Sauf que, je prends un exemple assez récent, des fois on est propulsé à une place et à une responsabilité en dehors de tout quota, tant mieux, la femme effectivement, on arrive notamment en politique à casser ce plafond de verre aussi par habitude parce que les choses évoluent, et tout d'un coup on vous propose une responsabilité auquel vous ne vous y attendiez pas, et l'aspect psychologique de je n'ai pas été éduqué à recevoir cette responsabilité et à l'assumer au même titre qu'un homme. C'est là-dessus qu'il faut travailler aussi du coup. C'est le sujet qu'il faut travailler. Et là, il n'est plus du tout une question. C'est plus du tout une question de quota. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'habitude et de manière de se dire. Moi, je dirais peut-être pas autocensure, mais peut-être un peu le complexe du je ne vais pas y arriver, ou alors je me remets en question. Est-ce que j'en suis capable, etc. En fait, ces questions qu'on se dit que éventuellement les femmes se posent et que les hommes ne se posent pas forcément. On lui propose une responsabilité, c'est super et voilà. Et c'est vrai que pour une femme, la réaction n'est pas la même. Et moi, ce sujet-là m'intéresse plus particulièrement de travailler sur l'acceptabilité aussi de la responsabilité. Louisa Ribeiro-Lopez. Bom, eu sou uma fervorosa adepta das cotas. Je suis vraiment une adepte fervente des quotas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque nous nous trouvons confrontés à des situations aussi graves que celle de l'inégalité des genres, qui, comme l'a dit Elvira, dans 200 ans, nous en serons encore là à discuter de la même question, je pense qu'il faut avoir des actions très, très concrètes, et la question des quotas est concrète. Quant à la question de la compétence, cela ne m'inquiète pas, car personne n'a jamais remis en cause les compétences des hommes qui sont choisis à cause des quotas. Il n'y a que pour les femmes que manifestement on parle de la question de la compétence. Les femmes sont compétentes, oui. Elles peuvent prétendre à certains postes parce qu'il y a des quotas, oui. Et elles sont compétentes et le resteront, et je n'y vois aucun problème. Et pour ma part, j'imposerai des quotas dans bien d'autres situations. Je vois que l'heure tourne. Je vais tout de suite vous donner la parole puisque je le vois. Mais je préviens le public, si jamais vous souhaitez poser des questions, commencez à vous signaler afin que les micros arrivent jusqu'à vous. Oui. Eu também gostava de dizer uma coisa. J'aurais aussi quelque chose à dire. Allez-y, je pensais donner la parole à Christine Nion, puis à vous, mais allez-y Elvira Fortunato. Allez-y. Ah non. Não, gostaria só de, uma vez que estão a falar da questão das Oui, puisque vous avez évoqué la question des quotas, qui est généralement une question assez sensible. Moi, pendant longtemps, j'étais contre, parce que je pensais que la compétence, le mérite de la personne devait compter le plus, mais j'ai complètement changé d'avis. Maintenant, je suis à 100%
pour les quotas, car sans les quotas, sans ces mécanismes, nous n'y parviendrons pas. C'est évident et la qualité des femmes n'est jamais remise en question à cause de l'existence des quotas, bien au contraire. Voilà, je voulais juste renforcer cette question. Ça permet aussi de donner peut-être de la visibilité, ce dont, si on en tire ce constat dans la table ronde, il manquait. Christine Aignan. Oui, je pense que c'est pas parce qu'on a des quotas qu'il ne faut pas accompagner. Et c'est aussi vrai pour les hommes que pour les femmes, de toute façon. Donc, il y a beaucoup de formations pour les personnes qui intègrent des conseils d'administration, par exemple. Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas pour d'autres missions, pour d'autres fonctions. Même en politique, on peut quand même avoir aussi des formations. Est-ce qu'il y a donc des questions dans la salle ? Sinon, je vais aller sur un sujet, et Luisa Ribeiro Lopez, je vais de fait vous donner la parole, qui m'intéresse beaucoup et qui est peut-être pas tout le temps abordé, qui est celui de l'intelligence artificielle, dont on l'a évoqué ici. On se souvient peut-être, en 2016, de l'intelligence artificielle qu'avait montée Microsoft, qui s'appelait Tay. C'était une IA qui avait été lancée sur Twitter, et en 8 heures, il avait, ou elle avait, on faudrait la non-genrer du coup, produit 96 000 tweets, et des internautes, des hackers ou des geeks, en fonction de la manière dont on veut les voir, avaient fait en sorte de montrer que cette intelligence artificielle, qui apprenait par elle-même via ce qu'il y avait sur Internet, pouvait arriver à tenir des propos, on aurait tendance à dire non démocratiques, et je vais vous les citer, vous ferez votre propre avis. Au bout de 8 heures, cette IA écrivait « Bush est responsable du 11 septembre et Hitler aurait fait un meilleur boulot que le singe que nous avons actuellement. Donald Trump est notre seul espoir. » Si on laisse le numérique entièrement aux mains des hommes, y compris dans la programmation de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on risque pas d'avoir une conception sexuée des programmes qui soutiennent et qui sont amenés à soutenir de plus en plus l'activité humaine? Essa temática dava para painel só. On pourrait faire une table ronde sur cette question, l'intelligence artificielle et les inégalités de genre. Alors, l'intelligence artificielle, je vais essayer d'être claire, travaille sur des données. Et le problème réside dans les données, des données qui sont viciées, qui ne sont pas égales. Nous n'avons pas le même nombre de données lorsque nous travaillons sur un sujet pour les hommes, pour les femmes. Et donc, le problème réside dans les données et non pas dans l'intelligence artificielle, car ces données vont être la base et vont créer des biais qui seront liés au genre. On se souvient tous de la question d'Amazon qui utilisait un algorithme, des algorithmes pour ses recrutements et qui retirer la question du genre des CV, mais les données qui étaient associées, les données historiques présentes, parlaient par exemple du capitaine de l'équipe de rugby, un homme. Bref, si auparavant il avait été employé pour mettre en valeur un certain type de recrutement, eh bien il y avait davantage de recrutement d'hommes que de femmes. Donc la question réside dans les données. Après, cet algorithme a été retiré, il n'a plus été utilisé. Mais par exemple, pour ce qui a trait à la santé, nous avons ici des spécialistes dans ce domaine. Ce n'est pas mon cas. Nous savons que les données qui sont utilisées dans ce contexte ne sont pas les mêmes. Les dispositifs médicaux, les traitements médicaux sont pensés très souvent pour les hommes, au masculin. Et donc, la question des données est essentielle. Il faut travailler sur les données de façon égale. Et ce n'est pas qu'une question de genre, c'est une question de diversité. Le 8 mars, Journée internationale des femmes, je me suis rendue à un forum où une spécialiste expliquait que les oxymètres, vous savez, qu'on utilise pour mesurer les niveaux d'oxygène dans le sang et puis qui ont été particulièrement utilisés lors du Covid, ont été pensés pour des hommes blancs. Alors que se passait-il lorsqu'il s'agissait de femmes ou de femmes noires? Eh bien, le niveau d'oxygénation était supérieur. Donc, cela pose des problèmes, car il peut y avoir des influences sur les données suivantes, les données futures, donc il peut y avoir des influences biaisées sur des traitements médicaux. C'est une question vraiment très intéressante.
Je vous donne la parole et ensuite, Marie, je vous laisse prendre la parole. Allez-y. Oui, je pense que le malentendu vient de intelligence. Parce qu'en fait, là, c'est des calculs statistiques et qui, effectivement, sont basés sur les données d'entrée. Et ce que vous prenez comme exemple de Twitter révèle tout à fait le fait que sur Twitter, on a surtout des gens qui vont être agressifs, qui vont mettre des choses qui sont plutôt malsaines. Et c'est ce qui ressort du fait que donc, toutes ces données sont manipulées pour reproduire ce qui va se trouver en moyenne sur Twitter. Oui, c'est le risque, et c'est pour ça que je faisais apparaître cette question. Marie, je vous laisse. Oui, par rapport à ce genre de questions, c'est vrai qu'il faut aussi réfléchir à nos activités liées au numérique. Et j'aimerais revenir, une piste de réflexion aussi sur l'impact du numérique sur la condition de travail des hommes et des femmes. Et pour prendre un exemple beaucoup plus pertinent, notamment durant le confinement, où, alors déjà, il y avait la fracture numérique, bien sûr, mais ceux qui avaient accès à des ordinateurs, qui pouvaient se connecter, qui pouvaient travailler en distanciel, et on dit souvent que le distanciel est le futur, eh bien, on s'est aperçu que beaucoup de femmes souffraient de travailler en distanciel, notamment parce qu'elles devaient s'occuper de la maison, de la sphère privée, et ça a créé de gros problèmes pour ces femmes-là. Et la question, c'est une piste de réflexion, c'est aussi réfléchir de façon beaucoup plus globale comment ces inégalités créées involontairement par le numérique peut être complètement combattues. Voilà. C'est la question de la double journée qui, effectivement, pendant le Covid et le confinement, s'est extrêmement matérialisée, puisque ces 2 journées se faisaient en même temps. Constance Sibillage, vous voyez réagir. Oui, alors il n'y a pas de solution miracle, mais c'est effectivement, petite boutade, plutôt que se concentrer sur la parité dans les COMEX, je trouverais plus intéressant de se concentrer sur la manière dont les entreprises adaptent leurs horaires et leurs fiches de poste à tous selon leurs conditions et notamment leur situation familiale. Les statistiques véridiques aujourd'hui, c'est une proportion plus forte de familles monoparentales avec des femmes avec des enfants à charge et donc seules. Et puis autre cas majoritaire, mais qui est pas des clichés, qui sont vraiment la vérité, même quand on a 2 personnes plus des enfants, c'est encore aujourd'hui une grande partie des charges du domicile ou de l'éducation ou même la charge mentale de la gestion du ménage, entre guillemets, qui pèse sur les femmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour arriver à ouvrir les portes et le champ des possibles sur certains métiers, il faut que les entreprises adaptent leurs horaires, leurs fiches de poste, leur conditionnalité à ces modèle-là pour qu'il n'y ait pas de barrière, et qu'il n'y ait pas de barrière psychologique, mais aussi de barrière de temps, en fait, qui est juste factuelle. Et pour moi, c'est un problème bien plus important, et c'est ce que j'ai indiqué au tout début de la table ronde, sur le fait que normalement, les entreprises du numérique sont censées être les plus agiles et en capacité d'inventer aussi des nouveaux modèles de travail. Alors, le télétravail, effectivement, va s'accroître, mais il y a aussi des nouvelles choses qui arrivent en France. C'est la semaine à 4 jours, où aujourd'hui on a de plus en plus d'entreprises qui proposent à leurs employés de concentrer leurs horaires sur 4 jours au lieu de 5 pour libérer, alors ça peut être le jour choisi, mais ça peut être par exemple le mercredi, entre guillemets, jour des enfants, et ça peut faciliter la tâche à un certain nombre de familles. Donc voilà, il y a plein de choses à faire qui sont là plus sur l'évolution du mode du travail et comment est-ce que les entreprises peuvent être aussi un peu moteurs là-dessus. Alors l'État, bien entendu, peut prendre des décisions, mais les entreprises aussi doivent être moteurs sur ce renouveau du monde du travail. Oui, semaine de 4 jours qui est portée depuis de très longues années par la plupart des économistes hétérodoxes et par un certain nombre de sociologues, Dominique Méda, etc., qui nous expliquent comment on peut démystifier justement le travail. Et c'est heureux, je pense effectivement, que cette problématique arrive enfin en France sur la scène politique. Christine Aignan, je voyais que vous décliniez. Oui, parce que je pense qu'il y a plusieurs manières d'agir. Alors, cette loi qui donc met des quotas dans les COMEX
n'aborde pas que ces sujets, elle aborde aussi le sujet des familles monoparentales, et donc elle met une obligation, donc une priorité sur les places en crèche pour ces familles-là, donc justement pour aussi résoudre en partie ce problème. Mais effectivement, il faut regarder aussi l'autre aspect, et on a parlé tout à l'heure des hommes, qu'il faut aussi aider et qui doivent aussi évoluer, et notamment c'est le but de l'augmentation à 28 jours donc du congé des pères, qu'il faut absolument qu'ils prennent, parce que un peu à la fois, donc c'est aussi un moyen de partager aussi mieux les tâches. Je pense qu'ils en ont aussi beaucoup envie. Quand je rencontre des jeunes pères, et quand je vois en particulier aussi mes enfants, le partage des tâches est très différent de ce qu'ont connu d'autres générations. Alors pour revenir à ce que vous parliez du travail et du numérique, je pense que ça va bien au-delà du télétravail. Alors, le télétravail, effectivement, c'est une partie, mais il faut voir aussi tout ce qui va pouvoir être fait du côté de la robotique et du côté de l'aide apportée à des métiers qui peuvent être aujourd'hui extrêmement fatigants. Que ce soit dans les milieux hospitaliers, que ce soit dans l'aide à la personne. Il y a aussi tous ces aspects-là qui sont à prendre en compte et qui vont aussi, pour beaucoup, révolutionner les métiers. Et on parlait de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, il faut la voir pour une aide, comme une aide pour résoudre des cas simples, mais qui vont permettre aussi aux personnes de développer leur intelligence là où c'est compliqué et où les machines n'auront jamais la possibilité d'intervenir. Et bon, et c'est vrai que cette période du Covid a mis l'accent sur ces sujets, a accéléré des processus qui étaient en gestation, parce que certaines entreprises pratiquaient déjà le télétravail, mais pas beaucoup. Il y avait assez peu d'accords dans ce sens-là. Et bon, là, il y a tout un équilibre à trouver entre certaines personnes le réclament, y compris des femmes. Donc voilà, et je pense que ça dépend aussi des possibilités de chacun de pouvoir travailler tranquillement ou pas à la maison. On n'est pas très loin dans ce que vous dites de la société désirée par Oscar Wilde dans son essai L'homme humaine ou le socialisme, où il nous explique que les robots doivent absolument s'occuper de toutes les tâches néfastes pour libérer du temps, non pas le concentrer, le temps de travail sur 4 jours, mais libérer du temps pour retrouver finalement l'osium qu'on avait dans la société latine. Avant de terminer cette conférence, j'aimerais vous redonner la parole, Luisa Ribeiro Lopez et Elvira Fortunato. Peut-être vous d'abord, Elvira Fortunato, pour conclure sur ce que nous venons de dire. Je suis d'accord. Ah, pardon. Oui, je m'excuse, j'étais revenue sur le français. Pour ce qui a trait au télétravail, à l'intelligence artificielle et à toutes ces questions, il est clair que la pandémie nous a apporté beaucoup de choses néfastes. Maintenant, nous en avons une autre qui s'appelle Poutine. Bon, mais il est vrai que le Covid a également eu des répercussions positives, et notamment dans le domaine du travail, avec une série d'initiatives qui sont en cours de réalisation. Une fois de plus, dans le cadre de notre université, que je connais très très bien, nous avons changé tous les contrats de travail, et notamment pour les employés administratifs qui peuvent travailler de chez eux, même en contexte non pandémique. Donc, je pense qu'effectivement, le Covid-19 a eu ces conséquences-là, et outre le télétravail dans certains métiers, l'avantage, c'est que nous avons appris à utiliser tous ces outils, et je pense que nous avons pu évoluer dans un bon sens. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Nous sommes encore en pleine courbe d'apprentissage. Mais malgré les aspects très négatifs, il y a eu également du positif à prendre, et je pense que le numérique a fini par remporter la bataille.
Eu não vou acrescentar muito porque estou completamente Je ne vais pas surabonder car je suis complètement d'accord. Nous avions une pandémie, maintenant nous avons une guerre. Ce type de situation a généralement un impact très négatif sur les progrès et sur l'évolution du genre humain en général, et bien sûr la question du genre va subir peut-être un recul. Bon, nous le verrons. Mais pour ce qui est du côté positif de la pandémie, au plan numérique, nous avons appris que nous n'avions pas à être présents sur place pour réaliser certaines tâches. Je peux vous en donner un exemple. À Point PT, nous avions déjà un régime de télétravail où les personnes pouvaient travailler de chez elles 2 jours par semaine. Et après la pandémie, tout le monde a opté pour rester chez soi. Pourquoi? Parce que les personnes ont compris que ce n'était pas une façon de fuir au travail, ce n'était pas une façon de vouloir échapper aux collègues. Au contraire, c'était une façon de travailler et beaucoup ont adhéré. Donc les mentalités ont changé par rapport au télétravail, que ce soit pour ceux qui travaillent, mais aussi pour les dirigeants qui pensaient que ceux qui voulaient travailler de chez eux, en réalité, ne voulaient pas travailler. Et au contraire, ils ont fini que ça marchait. Ils ont fini par voir que ça fonctionnait très bien. Mais n'oublions pas que pendant la pandémie, le recours au télétravail, les enfants devaient rester à la maison, il y a eu des confinements stricts, et là, les femmes ont eu à subir des doubles journées où elles ont dû prendre en charge leurs enfants, les personnes plus âgées, leurs familles, les tâches ménagères, et là, les pandémies ont été beaucoup plus graves pour les femmes que pour les hommes. Effectivement, vous avez raison aussi toutes les deux de rappeler ce qui se passe à l'est de l'Europe, et cette situation nous oblige à être sérieux, à être grave, mais à ne pas oublier que ce soit l'environnement ou les questions de genre, et vous avez raison de le préciser, les guerres ont tendance à ne pas être les périodes dans lesquelles le reste de la société peut avancer, donc il faut restez attentifs. Merci à toutes les 4 d'avoir été avec nous. Merci aussi Marie de m'avoir accompagné dans cet exercice. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été présents. On vous retrouve cet après-midi pour la suite des tables rondes.